Du sublime et du moins bon, la reprise de Nadal a été super intéressante aujourd'hui à Madrid. Je vous propose d'ailleurs un long format tactique dans cette vidéo. Patou de son côté qui se fait balayer par Moya et le match mystique de Zverev. Encore une fois, c'est le programme pépite de votre nouveau digest de Madrid et on attaque juste après ça. Et on attaque. Ce côté réseau, c'est parti et on va se faire plaisir. On commence par un truc, là ça me régale, c'est Patrick Mouratoglou qui se fait balayer par Carlos Moya. On est sur la cour de récré, on est au collège, il y a un gars qui t'a regardé un petit peu de travers en face, t'arrives sur lui, il y a 15 mecs autour, t'envoies une grosse balayette, et bien c'est exactement ce qui s'est passé dans ce côté réseau. Donc on a d'abord Patou qui nous a dit par rapport à Rafael Nadal, il ne va pas jouer beaucoup de matchs, c'est extrêmement rare qu'il arrive à Roland avec si peu de rencontres, donc pour Roland Garros, il y a une vraie inconnue pour lui, et en rose, malgré son début de saison incroyable, c'est un joueur qui a toujours eu besoin de beaucoup jouer, il n'arrivera pas au top. Et cette phrase a fait bondir Carlos Moya. Parce que oui, attention, faut pas le chauffer Carlos Moya, il est déter, il a remporté Roland Garros en 1998, et donc il a réagi, il a dit 17 années de suite top 10, donc tu te calmes. Roland Garros en 2020, il a joué 3 matchs en 7 mois, il remporte Roland Garros, il éclate tout le monde, notamment Novak Djokovic en finale. Open Australie 2022 avec 3 matchs en 6 mois également. Un peu de respect et de mémoire Patrick Mouratoglou. Wink. La grande chance de Patrick Mouratoglou, et je suis certain qu'il en est conscient, en excellent businessman qu'il est, c'est que ce monde va très vite désormais. Et oui, en 2022, on peut avoir une nouvelle dramatique le matin, le soir on l'a oublié, nous sommes des poissons rouges. Et Patrick Mouratoglou, il sait que nous sommes des poissons rouges, il sort des énormités matin, midi et soir. Là par exemple, c'était il y a 3 semaines, il avait dit au top, Djokovic est le meilleur joueur, même sur terre, devant Nadal. Faut le dire vite, faut le dire très vite, Patou. Ça c'était dit parce que à l'époque, peut-être qu'il pouvait récupérer Djokovic dans son académie, et il s'est dit voilà, je vais essayer de peut-être glisser un petit truc sympa. Toujours dans la communication, toujours de toute façon, faut parler pour exister, c'est hyper important. On enchaîne deuxième info dans ce côté réseau, et la nouvelle collaboration dont on a parlé hier entre Marianne Vajda et Alex Molcan, qui a été commentée par Novak Djokovic lui-même himself. Ici, ça s'affiche beaucoup mieux, donc vous avez le message de Marianne Vajda. Je commence un nouveau chapitre avec Alex Molcan et son équipe. J'ai vraiment très hâte à cette nouvelle expérience. Let's go. Et donc on a Novak Djokovic qui dit paumé, donc ça veut dire aller en slovaque. Je suis trilingue slovaque et arménien. Voilà, vous l'apprenez juste maintenant, j'ai jamais dit avant. Bonne chance à vous deux, sauf quand vous jouerez contre moi. Donc toujours un peu l'esprit taquin, perfide de Novak Djokovic, qu'on adore sur cette chaîne, évidemment. Je reprends quelques instants, si vous le permettez, un air sombre et dramatique pour cette dernière info du côté réseau, parce que ça va très mal pour Casper Ruud depuis quelques temps là sur la saison sur terre battue européenne. Alors attention, il avait remporté Buenos Aires, c'était début février, il avait remporté ce tournoi contre une brochette d'Argentin, mais là depuis la tournée sur terre battue européenne, vous voyez, c'est pas top, on perd sur Dimitrov à Monte Carlo, on perd sur PCB à Barcelone, sur VDZ également à Munich, et là on a perdu d'entrée contre Lajovic, donc c'est assez infamant. Et José Morgado, l'exceptionnel José Morgado qu'on embrasse, nous rappelle, Ruud maintenant à 4 sur 4 dans cette saison européenne sur terre battue, c'est une grosse déception. Il défendait demi-finale cette semaine à Madrid, et son fan club composé de 3 personnes est dévasté. On enchaîne avec le coin tactique et Alexander Zverev avant de basculer sur Rafael Nadal d'ici quelques instants. Un joueur qui doute, c'est quoi? C'est un joueur qui se poste très très loin de sa ligne de fond. Regardez, dans le premier set, il est à 48%, vraiment extrêmement loin de cette ligne. A contrario, on a vu Marin Cilic qui a fait un bon match, attention, dans les 2 premiers sets, être beaucoup plus près de sa ligne et organiser le jeu, agresser Alexander Zverev. Du coup, j'ai un point très intéressant à soulever par rapport à ça, c'est que quand on est très loin de la ligne, alors généralement les commentateurs ils vont vous dire il est loin de la ligne, il subit, il peut pas faire de coups gagnants, etc. C'est pas que ça. Quand vous êtes loin de la ligne, vous avez beaucoup moins d'options tactiques. C'est surtout ça en fait, la réalité. Par exemple ici, tu peux faire qu'un coup, c'est un coup bombé le plus long possible pour essayer ensuite de te repositionner là. Il a pas l'opportunité véritablement de faire un coup gagnant. Alors il pourrait, c'est un talent monstrueux, Alexander Zverev, envoyer une soucoupe volante ici en long ligne, mais c'est extrêmement difficile. Donc t'as pas moyen de faire une amortie, parce que l'amortie c'est un coup à l'intérieur du court assez souvent, parce qu'il faut avoir une course assez courte pour la balle et surprendre son adversaire. Donc en fait, quand tu te positionnes comme ça, ton adversaire, il sait précisément comment te jouer, il sait que tu vas pas le surprendre, et du coup, c'est lui qui contrôle absolument tout. Dernière palette rapidement sur ce match, parce que je voulais vraiment vous montrer ça. Quand le joueur est positionné loin, on peut avoir la tentation de l'amorti, on peut aussi avoir la tentation d'essayer de l'enfoncer au maximum, de jouer très très long, très profond, mais il y a mieux que ça. Souvenez-vous, Roger Federer dans sa carrière, quand il renvoyait les services adverses, il était positionné assez proche de sa ligne, et il faisait des petits chops en revers. Il amenait l'adversaire à l'intérieur du court, donc ensuite tu devais faire une course comme ça, et derrière lui, quasiment en demi-volée, il allait te clouer de l'autre côté, côté ouvert, l'espace ouvert, et toi tu devais, t'étais un peu dans la zone morte du court. Et ça c'est très très utile contre les joueurs qui sont très loin, et c'est ce qu'a fait Marin Cilic dans cet exemple, c'est-à-dire ici, un revers
revers un petit peu court, le premier rebond ici, le deuxième rebond là, et pour Alexander Zverev, c'est absolument impossible de couvrir cette petite balle fuyante. Nous y sommes, la rencontre entre Rafael Nadal et Miomir Kecmanovic, le petit Serbe qui monte, hein. On est sur le début de la saison sur un 25 victoires, 9 défaites, enfin là du coup 10 défaites, il y a une vraie progression en 2022 chez ce joueur, donc c'était un véritable test, hein, pour Rafael Nadal, une reprise contre un joueur qui lui est en bonne forme et a bien enchaîné ces dernières semaines, et on a vu une petite valse en 3 temps, on va la nommer comme ça. La première palette, ça a été la mise en confiance de Rafael Nadal. Comment est-ce que vous faites quand vous n'avez pas joué depuis longtemps? Quelle stratégie adopter? Ce qu'il a fait, assez simplement, c'est qu'il a fait faire l'essuie-glace à Kecmanovic. On joue à droite, on joue à gauche, on déplace au maximum Kecmanovic, on essaie de rester collé à la ligne au maximum, être en contrôle, on prend de la marge, de la sécurité par rapport aux lignes. Donc ça, je le dis par rapport à Denis Shapovalov. Enfin, si tu nous écoutes, quand tu reprends la compétition, essaie pas d'envoyer des mines sur les lignes. Non, prends de la sécurité et joue des schémas simples. C'est ce qu'a fait Rafa. La deuxième étape, c'est de finir d'évacuer le stress. Et pour évacuer le stress, il n'y a rien de mieux que l'effort physique. Ça marche pour vous, ça marche également pour Rafael Nadal. L'effort défensif, ça c'est typique, hein, dans la carrière de Stan Wawrinka par exemple, hein, qui pouvait rentrer lentement dans ses matchs, mais en se faisant mal physiquement, tu oublies tes pensées et tu rentres pleinement dans la rencontre. Ici, une grosse défense, hein, un gros passing avec les jambes très écartées, si je peux me permettre. Donc ça va être un boulet de canon juste ici. Kecmanovic qui va renvoyer la balle un peu au hasard, et derrière un passing en 2 temps. Nadal qui va faire le point, qui va faire le break. Avant de basculer sur le côté un petit peu plus sombre de cette rencontre, un dernier élément, hein, sur le côté positif, c'est le retour au 1-2 de Rafael Nadal. Ça, on en a déjà parlé sur la chaîne à de nombreuses reprises. Donc ça, c'est son point de contact, le premier point de contact, hein, sur un retour de service, ici. Et sur son deuxième point de contact, il sera juste ici, à l'intérieur du court. Il va envoyer un revers stratosphérique juste ici, et derrière, en 3 temps, hein, un smash de ce côté-là. Et c'est ça aussi qui est très fort avec Rafa, c'est qu'il se positionne très loin, 4-5 mètres, la balle elle a le temps de ralentir. Pour lui, bien entendu, l'objectif affiché c'est de renvoyer un maximum de services adverses et ensuite, dès le deuxième coup de raquette, de sauter sur la ligne, de camper immédiatement et d'envoyer une bûche, de faire un fameux retour au 1-2, prendre le contrôle de l'échange. Et la seule manière de remédier à ça pour Kecmanovic, c'est de frapper en premier. C'est que dès que la balle revient et que Rafa est loin, tu fais une amortie, tu fais un service volé ou tu mets une gigantesque bûche ici. C'est un peu comme dans les westerns spaghetti, hein, quand on a les deux héros qui marchent comme ça, et c'est le premier qui se retourne, qui envoie un petit coup de fusil, et tu remportes le conflit. Ok, donc on a dit ça, maintenant on va passer à la deuxième phase de l'analyse, et là on a un peu de moins bien, donc c'est contrasté, hein, cette rencontre. D'abord, il a 2 fois le break dans la deuxième manche, il va se faire débreaker à chaque fois, il se fait débreaker alors qu'il sert pour la rencontre à 6-5, et j'ai trouvé un Rafa, alors d'abord dans un premier temps, déconcentré, il s'est déconcentré, alors ça lui arrive, hein, de temps en temps, surtout avec l'âge, hein, je pense, on l'avait vu avec Roger aussi, même en 2019 à Wimbledon, c'est difficile de rester bien compact, bien concentré du début à la fin. On a eu une interruption de pluie en plus à 1-0, le toit qui met 30 minutes à se fermer à Madrid, alors que s'ils avaient bâché, on aurait repris au bout de 15 minutes. Donc là, on a une amortie qui est pas forcément heureuse, qui va atterrir dans le filet, il va donner des points comme ça ici et là, et il va permettre à Kecmanovic de se relancer. On focus sur Nadal cette analyse, évidemment, mais on peut aussi regarder ce qu'a fait Miomir, et je trouve qu'il a été super intéressant. Il a essayé de prendre la balle un peu plus tôt, ici il va faire un revers sauté, court croisé pour prendre Nadal à contre-pied ici, ça va être très difficile pour le Mallorquin de se remettre en bonne position juste après ça. Il est un peu plus campé sur la ligne, et en fait la difficulté c'est que si tu te laisses enfoncer par la puissance complètement effrayante de Nadal, tu te mets à 3 mètres, 4 mètres, et là tu vas prendre le bouillon, en fait il va te sortir une masterclass. Donc tu dois faire des espèces de demi-volées, rester campé sur la ligne, pas toujours, hein, il faut essayer de varier, de mixer, et c'est difficile sur ta battue parce que tu peux avoir des faux rebonds, c'est une surface qui est vivante, mais je trouve que Miomir a parfaitement réalisé ce nouveau plan après la pause, certainement grâce à l'influence de David Nalbandian. Retour sur Rafa, on braque nos yeux de nouveau sur le Mallorquin. Comment est-ce qu'il a réussi à remporter cette rencontre en 2-7? Parce que si ça avait tourné en 3-7, il y aurait peut-être des difficultés, ça on va en parler d'ici quelques instants. Et bien c'est en sortant le bleu de chauffe, en comptant également sur les fautes et les scories de son adversaire, Kecmanovic qui a un petit peu donné, hein, surtout sur les deuxièmes coups de raquette, ça faut éviter contre Rafa, les petites hémorragies de fautes, bah, tu les payes très cher. Là on a un coup droit, il est à 2-3 mètres de la ligne de fond, hein. Il va sortir un coup droit complètement monstrueux, pile poil dans la lucarne ici, ça va faire 15-40, il va breaker, mais comme je vous l'ai dit précédemment, il va se faire débreaker derrière. Donc je dirais, hein, pour synthétiser, la manière dont il a réussi à remporter cette rencontre, c'est qu'il a fait le dos rond, il est resté au contact, il a compris aussi qu'un joueur comme Kecmanovic, il va pas forcément avoir un momentum sur 5, 10, 15, 20, 25 minutes, ça va forcément s'arrêter à un moment donné, il va falloir capitaliser là-dessus aussi. Il joue également son aura, Rafa, il sait que sur la fin des manches, forcément, t'as le gars en face, jeune, inexpérimenté, qui va peut-être un petit peu de choc, qui va commencer à surréfléchir, et donc Rafa
en mode grind, un peu dans la douleur, mais qui a réussi à basculer. Terminons cette analyse avec le dernier point super important hein, sur la perf de Rafa cet après-midi contre Kecmanovic, c'est l'énorme drop physique qu'il a connu à la fin de la rencontre, hein, à la fin du deuxième set. Pendant 15-20 minutes, on l'a senti pâteau, emprunté, les reprises d'appui étaient dramatiques. Là, il va mettre beaucoup de temps hein, à se repositionner sur la droite. Kecmanovic qui n'a pas réussi à exploiter ça. Je pense que si Miomir arrive à pousser Rafa dans un troisième set, il peut se passer un truc, hein, parce que c'était vraiment le bon moment pour Rafa pour essayer de fermer cette partie. Donc ça va être forcément une question hein, sur la suite du tournoi. C'est normal, c'est une reprise à la compétition pour Rafa. Et j'ai même envie de dire, c'est une reprise idéale, parce que dans le premier set, masterclass, énorme niveau physique, technique, tactique. Il a concassé Kecmanovic qui était un petit peu nerveux, on l'a senti un petit peu emprunté. Mais ça, vous avez ce premier set sur lequel capitaliser. Et le deuxième, dans le combat, dans la difficulté, vous avez aussi réussi à dépasser l'adversité. Donc franchement, je pense que Rafa, là, il va être très très content de cette entrée en lice. Et il va pouvoir progresser gentiment mais doucement vers Roland Garros, un 14e peut-être. Et on termine comme d'habitude avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte demain, et on aura des odeurs de vintage demain à Madrid, une rencontre à la 37e entre Novak Djokovic et Andy Murray, un classique moderne. Ça fait bizarre, hein, moi ça me fait des frissons de voir ça. La dernière rencontre c'était à Doha, tout début 2017, c'était encore à l'époque où les deux hommes se disputaient la place de numéro 1 mondial. Entre temps, Andy Murray s'est fait la hanche, Novak Djokovic il a connu une saison 2017 et un début 2018 très difficile, ensuite il a réussi à se relancer et à redevenir le grand Nolé qu'on connaît. Et moi franchement je suis super curieux de cette rencontre, parce que attention hein, Andy Murray il était pas censé jouer la tournée sur terre battue, peut-être qu'il y a eu une conversation avec Ivan Lendl, mais attention hein, il a été très fort hein, sur ses deux premiers matchs. Novak Djokovic qui a profité d'un calmonfisme qui lui a un petit peu tendu ses fesses, donc ça demain c'est impossible à rater, c'est à conserver dans du formol, c'est à déguster avec des petits popcorn. On se retrouve nous du coup demain pour en parler forcément. D'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises, c'est très bon.